Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il n'y a pas encore si longtemps, il y a quelques années en arrière, toutes les consoles de rétro-émulation chinoises tournaient sous Android. Ça paraissait être le choix logique, c'était un OS mobile, donc pour des consoles de poche c'était déjà tout prêt, et il y avait masse d'émulateurs de disponibles. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée des Retrobat, des Bateau Serra, des Recalbox qui ont été popularisés par les Raspberry Pi, les systèmes Android ont pas mal périclité. Aujourd'hui, on n'en trouve presque plus. Ça existe encore. Anbernic, le plus grand fabricant de consoles de rétro-émulation chinoise, en fabrique encore. Et aujourd'hui, on va tester leurs deux modèles les plus connus qui sont disponibles sur le marché, la RG405M et la RG556. Et là, vous allez me dire, pourquoi tester ces deux machines en même temps ? Parce que si Android a été pas mal délaissé ces dernières années, c'est parce que son interface graphique est pas adaptée à la rétro-émulation. Les launchers tout prêts sont bien meilleurs. Et sur la 405M, on trouve aujourd'hui un custom firmware qui est supposé corriger ce problème, alors que sur la 556, ça n'est pas encore le cas. Donc je me suis dit, comparons une machine qui a été patchée par la communauté avec une machine qui ne l'a pas encore été, et voyons vraiment si ça change la donne ou pas. C'est parti pour le test de ces deux machines qui m'ont été envoyées par le site Geekbuying, que je remercie chaleureusement. On y va. Voilà, donc vous l'avez compris, aujourd'hui c'est pas un test conventionnel qui nous attend, ni même d'ailleurs vraiment un comparatif de ces deux machines, même si c'est évidemment ce qu'on va être obligé de faire un petit peu. Non, vraiment l'idée derrière les vidéos d'aujourd'hui, c'est de se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux avoir une machine avec une communauté derrière, quitte à prendre quelque chose d'un petit peu plus ancien, ou continuer à faire confiance à de l'Android pur et acheter une machine qui n'a pas encore pu bénéficier du soutien de la communauté, et qui peut-être n'en bénéficiera jamais d'ailleurs. Est-ce qu'il y aura une communauté intéressée là-dessus? Moi je pense que oui, parce que c'est une très bonne machine, vous allez voir, mais on peut néanmoins se poser la question. Donc déjà, premier point, sur les emballages, on remarque une énorme similitude à un petit détail près, c'est que sur les produits de l'année dernière, Anbernic faisait un blueprint tout noir, alors que sur les produits de cette année, la plupart du blueprint est noir, mais l'outline, il est argenté, métallisé, vous voyez, il y a un petit reflet, c'est du plus bel effet. On va déboîter les deux machines, parce qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose à dire, ce sont des boîtes très génériques. Hop. Donc la particularité de la 405, c'est la lettre M ici, qui est indicatrice d'une console en métal. Voilà, c'était le gros selling point de cette machine, c'était son côté premium, alors que ici il n'y a rien, et donc on va être sur une machine avec une coque en plastique. Voilà, c'est vraiment emballé de manière très similaire, si ce n'est qu'ici on avait un petit compartiment, parce qu'ils ont voulu faire une boîte ultra plate. Donc je vais d'abord vous sortir la RG405M, elle est dans une cale en plastique, un petit sachet, un petit peu de mousse expansée. Voilà, je vous montre la console très rapidement, mais on va y revenir après, évidemment. Et c'est dans le petit compartiment ici qu'on va trouver pas mal de choses. Alors, il y avait un film protège-écran livré avec, vous voyez, avec les petites chiffonnettes et tout pour l'installer. Je l'ai déjà mis. Et puis, dans le petit accessoire ici, la petite boîte d'accessoires, on a le câble de recharge en USB-C, qui n'est pas logoté, mais qui est de belle qualité, de belle longueur. Voilà, le minimum, bon, pour faire fonctionner tout ça, sachant que, attention, certaines consoles sont livrées avec ou sans carte micro SD, faites attention, celle-ci était livrée avec une carte 228 Go, c'est le cas de l'autre aussi d'ailleurs. Et l'autre, on va regarder tout de suite, donc c'est emballé exactement de la même façon, sachet plastique, mousse expansée. La console en elle-même, donc qui elle, vous voyez, est en plastique bleu translucide, mais si vous n'aimez pas ce coloris, il existe également en noir opaque. C'est un produit plus grand, et avec un écran plus grand que la RG405M. Et les accessoires sont dessous. Alors vous voyez, il y a le film protège-écran que là j'ai pas encore installé. D'ailleurs, je vais le faire pour que les deux machines soient sur un même pied d'égalité à ce niveau-là. La petite notice, les petites chiffonnettes, et toujours le petit carton qui va contenir, donc vous l'avez deviné, le câble de recharge et absolument rien d'autre. Il n'y a pas de power brick ou de choses comme ça. C'est exactement le même câble que pour l'autre console. Voilà, donc maintenant j'ai allumé les deux machines qui bootent dans un temps à peu près similaire. Celle-ci va un peu plus vite, mais comme elle est sur Android pur, elle a peut-être moins de choses à charger aussi que celle-là. Mais l'écart n'est que de 5 secondes, c'est vraiment pas flagrant. Et première chose qu'on peut constater, c'est que
Si les deux écrans sont très beaux hein, et bien définis, vous voyez, il n'y a aucun problème, en poussant leur luminosité au max, ce qui est le cas actuellement, la 556 a un écran qui est quand même plus lumineux, hein. Ça c'est clair et net. Et puis on a des sticks qui s'allument, ça fait un peu kikou, bon ça sert à rien à part vider la batterie plus vite, c'est pas le cas de celle-ci, mais néanmoins hein, je préfère 10 fois avoir une coque en métal comme ça que des sticks qui s'allument, hein, voilà, mais bon, voilà. Et donc ici, vous pouvez constater qu'on est sur un Android pur, hein, vous voyez, donc je peux défiler, et là je vois tous les émulateurs qui ont été préinstallés par le fabricant, donc nous on testera Yaba Sanshiro pour la Saturn et Dolphin juste au-dessus pour la GameCube, mais vous en avez plein de préinstallés, mais vous voyez, c'est ça le problème d'un Android comme ça nu, c'est que par exemple, si je lance l'émulateur de Mega Drive, et que je fais ouvrir le contenu, ici, zut, je suis allé trop vite, et ben je vais avoir en fait, vous voyez, c'est pas évident, il faut que je farfouille où sont les ROM, etc. Donc il faut que j'aille, je pense, sur Mega Drive, voilà, c'est ça, et puis c'est vite, j'ai rien mis. Donc vous voyez, c'est pas super pratique de s'y retrouver. Certains émulateurs sont un peu mieux faits, hein. Vous voyez sur Dolphin on a des jaquettes qui s'affichent, donc on s'y retrouve un petit peu mieux, on est un petit peu moins paumé, mais clairement, Android brut, c'est pas très pratique, ça a été plus conçu pour les smartphones et les tablettes que pour les consoles de jeux, et quelques années plus tard, c'est là qu'on en prend vraiment conscience. On peut néanmoins installer Daiji Show, qui est en fait le launcher qui a été utilisé pour la RG405M, mais il sera en tant qu'appli, donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais appuyer sur accueil, par exemple, je reviendrai sur cet écran, celui d'Android, et non pas sur celui de Daiji Show. Donc il n'y a pas de solution vraiment parfaite pour cette console. Il faudra pas mal se démerder. Voilà. Mais bon, ça ne devrait pas nous empêcher de travailler, hein. J'ai mis normalement, si j'ai bien travaillé, des ROM voilà, sur l'émulateur de Saturn. Et vous voyez, elles sont prêtes à fonctionner. On essaiera Sega Rally, puisque je crois que je l'ai mis sur les deux machines. Mais voilà un petit peu comment ça se présente l'Android nu d'une machine qui n'a pas le soutien de la communauté. Alors qu'ici, on arrive directement sur Daiji Show en tant que launcher, directement intégré dans l'interface. Vous voyez, avec les boutons latéraux, je change de console. C'est beaucoup plus ergonomique. Voilà, donc on va reprendre l'exemple de la Mega Drive, hein, puisque c'était assez flagrant. Si je valide pour voir la ludothèque, elle s'affiche avec plein de petites jaquettes sympas. C'est vraiment super cool, quoi. Alors parfois il en manque, hein, on va se retrouver avec une icône où il n'y a pas de nom de jeu visible, enfin pas de jaquette visible, mais c'est quand même beaucoup plus ergonomique de fonctionner comme ça. Bien sûr, on peut fonctionner aussi avec la croix directionnelle si on le souhaite, ou avec le stick. Et il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, là, on est vraiment sur quelque chose de maîtrisé, quoi. Alors que sur celle-ci, il faudra beaucoup plus tâtonner et il faudra bien connaître Android pour s'y retrouver. Donc là, évidemment, le soutien de la commu se révèle précieux. Alors vous allez me dire, mais si je veux lancer les applis Android de base, il faut aller tout en haut ici de l'interface, vous voyez, et il y a appli, et là vous avez un launcher qui ressemble à celui d'Android, mais qui est secondaire, pas le truc qu'on doit se taper sur celle-ci, qui forcément nous met un petit peu dans le flou. Et là vous voyez, j'ai mes applications, hein, je peux lancer Fruit Ninja ou Bomb Chicken, New and Tasty, bref, mes jeux Android habituels depuis cette interface. Je crois même qu'on peut ne voir que les jeux, voilà, c'est ça, il faut appuyer ici. Bon, là, on se retrouve sur de l'Android, avec une petite, quand même, nuance que j'aime bien, de pouvoir trier par jeu, même si c'est pas parfait, hein. Parfois, certains jeux passent à la trappe et ne s'affichent pas dans la liste. Voilà, vous pouvez voir aussi les paramètres. C'est bien foutu, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Le travail qui a été fait par la communauté pour cette interface-là est absolument remarquable. Bon allez, maintenant il est temps de voir lesquelles de ces deux consoles se sentent le plus à l'aise sur des consoles un petit peu compliquées à émuler, comme par exemple la Saturn. On va jouer à Sega Rally sur les deux machines. Je rappelle que celle-ci a une puce un petit peu plus moderne que celle-là, elle devrait donc être plus à l'aise. Autre avantage, ici, comme on est sur un Android pur, c'est très facile de passer d'un émulateur à l'autre, alors qu'ici, on peut changer l'émulateur qui va faire tourner les jeux Saturn, mais c'est un petit peu plus compliqué, il faut aller dans des menus des interfaces. Là, on télécharge un émulateur, il apparaît sur le launcher Android. Évidemment, l'intérêt d'avoir quelque chose de très brut de fonderie, c'est que vous pouvez littéralement tout faire, alors que vous serez un petit peu plus limité sur une interface
qui a fait le choix de s'orienter vers telle ou telle chose qui ne vous conviendront pas forcément. Voilà. Bon, on essaye Sega Rally d'abord sur la 405M et puis après sur la 556 pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors je répète que il n'y a pas que la puce qui va rentrer en ligne de compte ici, hein, mais aussi évidemment l'émulateur qui fait tourner. Et là, je vous répète que j'ai pas totalement la main sur ce qui se passe et sur les paramétrages de l'émulateur. Donc c'est certainement pas optimisé aux petits oignons. C'est jouable néanmoins, mais je tourne à une vingtaine de frames secondes, pas plus. Hein. Je pense que c'est pas tant l'émulateur que la puce de la console là qui doit être limitée. Mais voilà, avec un autre émulateur, j'aurai peut-être des meilleurs résultats. Je ne sais absolument pas quel corps fonctionne pour ce jeu. Mais voilà, on a une idée de ce que ça donne la puissance sur cette bécane-là. Donc c'est correct, c'est jouable, mais c'est pas non plus la fluidité de la console d'origine. On va voir si la 556 s'en sort mieux. Je joue comme une merde, mais je regarde à travers le viseur de ma caméra. Hein, j'ai une bonne excuse. Alors, c'est plus fluide. Par contre, j'ai des glitches que j'avais pas sur l'autre console. Vous voyez, là, il y a des espèces de traits bleus sur la route. Je sais pas si vous les verrez. Et puis, bien sûr, autre chose, on a des bandes noires sur les côtés, quoi. Bah ouais, parce que l'écran, il est 16 neuvième et la Saturn, elle fonctionnait pas en 16 neuvième. C'est plus rapide et fluide, mais par contre, c'est beaucoup plus glitché. Hein. L'écran est peut-être plus joli, plus coloré et contrasté aussi. Donc, ouais. Limite, j'aimais mieux l'autre console parce qu'il n'y avait pas les glitches. Mais c'est vrai que là, c'est plus fluide. Beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus agréable en termes de jouabilité aussi. Même si, toujours, parce que je regarde à travers l'œilleton de ma caméra, je joue comme une quille. Mais bon, c'est pas de ma faute. Hein. Je ne peux pas tout faire en même temps. Je ne suis pas une femme. Allez, on va se balancer de la GameCube maintenant, une console qui est super exigeante et qui nécessite presque systématiquement des consoles de rétroémulation Windows beaucoup plus chères, hein, à plusieurs centaines d'euros, pour tourner correctement. Hein. Je pense évidemment au Steam Deck ou aux machines de chez GPD. Là, évidemment, ce ne sera pas aussi évident. Je vais mettre Mario Sunshine parce que Metroid Prime, j'adore, hein, mais je crois que je ne l'ai pas mis sur la RG 556. Donc, allons-y. En plus, c'est un jeu qui fait beaucoup travailler les émulateurs, parce qu'il y a énormément d'effets visuels. Par contre, je ne sais pas du tout où j'en suis en termes de sauvegarde. J'espère que je ne suis pas à 0 et qu'il va falloir tout faire. Si j'ai bien travaillé, normalement, j'ai déjà avancé dans le jeu. Ouais. Alors. Ah bah, on va se taper les cinématiques. Ah, on peut les zapper. Oh, c'est cool. Est-ce que je veux entendre tes explications? Non. Oui, c'est parce que j'ai déjà fait tout ça, c'est pour ça que je peux les zapper. On va pouvoir se balader sur l'île Delfino. Vous voyez déjà, hein, il fallait s'y attendre. C'est jouable, hein, c'est comme pour la Saturn finalement, mais c'est bien pire. Hein. Le framerate est vraiment aux fraises. Je pense que vous entendez au son aussi. Hein. C'est pas ça, hein. Voilà, clairement, on n'a pas la puissance nécessaire pour jouer à la GameCube dans de bonnes conditions. C'est dommage d'ailleurs parce que c'était un peu le selling point de cette machine. Ils disaient ouais, on peut jouer à la GameCube. Oui, vous allez pouvoir jouer à des jeux 2D ou des jeux assez basiques. Mais quand vous allez vouloir jouer à un jeu intensif graphiquement avec beaucoup d'effets visuels comme Mario Sunshine, ça va pas le faire quoi. C'est où le bouton de saut? Hop, c'est celui-là. C'est jouable hein, néanmoins, les sticks répondent bien et tout. Donc je pense que vous pouvez finir le jeu dans ces conditions-là, mais ce ne sera pas des bonnes conditions. On va voir si l'autre console s'en sort mieux. Bah c'est mieux, indéniablement. Hein, on pourrait presque se dire, mais ça y est, c'est jouable en fait. Regardez ça. Il n'y a plus de saute de son et tout ça. Et on a nos 60 FPS presque constants. Mais bon, ne rêvez pas, ça n'est qu'une illusion. Oui, la puce a évolué. Oui, vous allez pouvoir faire tourner plus de jeux GameCube, mais si je rentre dans un niveau, vous allez voir que le soufflet retombe quand même assez vite, puisque les niveaux sont plus chiadés graphiquement que le hub, hein, c'est normal. Je vais reprendre le premier niveau, parce que je sais que c'était flagrant sur celui-là.
Hein, vous voyez, ça s'entend déjà. Hein. Voilà. Dommage. Oui, il y a eu des progrès de fait, c'est indéniable. Non, ce ne sera pas suffisant pour jouer à la GameCube comme si vous étiez sur la vraie console, ou alors au prix de bidouilles et de baisses graphiques, de sacrifices qui seront importants. Donc, bon, le selling point de ces machines, d'être suffisamment puissante pour jouer à la GameCube, non. Par contre, la Saturn, oui. La Saturn, c'est jouable. Sur l'une et l'autre des machines, ça fonctionne bien, et sur plein de jeux, c'est même parfaitement fluide. La GameCube, c'est un petit peu présomptueux encore, je trouve. Voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, et je vais vous donner mon impression sur ces deux produits. Donc vous l'avez compris, hein, pour moi, l'objectif de cette vidéo, c'était Android avec custom firmware, ou sans custom firmware pour les consoles de rétroémulation, qu'est-ce qui est le mieux? Et est-ce qu'il vaut mieux prendre du plus moderne, mais sans le soutien de la commu, ou du un peu moins moderne, mais avec le soutien de la commu? Et mon avis sur la question, parce que je pense que chacun aura son avis, c'est que c'est mieux d'avoir le soutien de la commu. De toute façon, aucune de ces deux machines ne fera tourner la GameCube full speed. Donc, pourquoi s'embêter à prendre un truc plus évolué, si c'est pour de toute façon pas avoir l'expérience que vous auriez voulu avoir à l'arrivée? De mon point de vue, cette console est mieux faite à plein de niveaux. D'abord, elle est 4 tiers, donc elle est mieux adaptée à la plupart des consoles. Elle est plus petite, donc elle est plus facile à trimballer. Et les émulateurs s'affichent d'une manière beaucoup plus agréable une fois que vous avez installé le custom firmware. Le seul truc que j'aime pas sur cette machine par rapport à celle-ci, c'est les gâchettes qui sont disposées d'une manière linéaire, pas très ergonomique, alors que sur celle-ci, c'est quand même vachement plus ergonomique et confortable. Hein. Les vibrations sont également plus fortes sur cette machine, mais comme celle-ci est en métal et a une qualité de construction supérieure, les vibrations se transmettent bien dans la console, alors qu'ici, ça fait des espèces de craquements par moment qui ne sont pas forcément très agréables et qui sont liés au fait qu'on est sur une console qui est en plastique. On pourrait même se demander pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas continué à faire des consoles en métal, et je pense que c'est une question de coût. Android, ça coûte plus cher que les consoles sous Linux, parce qu'il faut mettre un écran tactile, par exemple, parce qu'il faut mettre tout un tas de trucs qu'on n'a pas besoin de mettre sous Linux, et du coup, pour éviter d'avoir une machine qui coûtait trop cher, ils sont revenus sur du plastique qui est moins coûteux que du métal, pour éviter de voir le prix entre les deux générations exploser complètement. Si vous voulez un grand écran et du confort dans les contrôles, c'est celle-ci la meilleure, et en plus elle est plus puissante, donc sur des consoles comme vous voyez, les consoles les plus sophistiquées, vous aurez de meilleurs résultats, même si ce ne sera pas parfait. Mais si vous voulez quelque chose d'ultra portable et avec une meilleure interface, prenez-vous celle-ci et donnez-vous la peine de flasher le custom firmware. Attention à savoir ce que vous faites quand même, parce que si vous faites une erreur, vous pouvez flasher la machine incorrectement et la briquer. Et là-dessus, Geekbuying et aucun autre vendeur d'ailleurs n'assurera de garantie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un message qui s'affiche sur le côté. C'est pour que le fabricant puisse savoir que vous êtes allé traficoter dedans. Donc ce sera à vos risques et périls. Mais le risque en vaut la chandelle. Voilà, Android brut, ça reste Android brut, c'est pas l'idéal pour les émulateurs, même si ça vous donne le pouvoir de faire absolument tout ce que vous voulez, et on a pu voir sur la Saturn notamment que ça permettait parfois de gagner quelques frames. Voilà, donc à l'arrivée, pour moi, c'est celle-ci qui est le meilleur deal, mais celle-ci, on va dire, hein, pour le mec qui veut pas se prendre la tête et rester sous Android brut, voilà, si vous n'avez pas envie de flasher ou des choses comme ça, c'est évidemment celle-ci qui est meilleure, et de loin, parce qu'elle est plus moderne, tout simplement. Et bien voilà, c'était le test de ces deux machines de rétroémulation sous Android de chez Anbernic. Question, est-ce que les custom firmware résolvent tous les problèmes d'Android par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui sous Linux? Non. Est-ce que c'est un plus avantageux? Réponse, oui. Mais ça n'enlève rien au fait que la 556 est quand même une excellente machine, et très vraisemblablement, si on laisse encore un petit peu de temps à la communauté, elle aussi aura droit à son custom firmware. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!